Nous sommes le 8 juin 2024, temps 31 degrés ressenti à Cotonou et environ. Le ciel est partiellement couvert. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Tournée d'explication et de reddition de comptes dans le département du Plateau. Les acteurs et populations venus écouter le ministre Salimane Karimou et sa délégation se sont exprimés. Restez avec nous pour en savoir davantage. Renforcement de capacité des associations de jeunes pour l'identification, la détection et la prévention des comportements déviants chez les jeunes et adolescents. C'est une initiative de la direction de la jeunesse et des loisirs à l'intention des jeunes du département du Zou. Les détails dans un instant. Et puis, lancement du projet RICOAS, une initiative sous-régionale qui prend en compte 13 pays et qui a pour but d'utiliser une approche innovante pour augmenter la production du riz au Bénin. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Après 8 années de gouvernance, le président Patrice Talon a déployé ses ministres pour une tournée de reddition de comptes. Elle vise à partager avec la population la vision du président de la République. Les ministres du gouvernement présentent le bilan de ses actions et les réalisations du PAG 2016-2026. Les populations de Nati Tengu à travers ce Vox Populi donnent les appréciations. Suivez. Moi, je remercie beaucoup le chef de l'État et son gouvernement à travers d'abord ce que nous savions avant concernant leur projet d'asphaltage qu'on a vu seulement ici. Nous avions en temps pensé que ça n'allait pas gagner. Mais quand ils sont venus, ils ont beaucoup expliqué beaucoup de choses qu'on ne savait même pas aussi. Et le marché de Naïtengo a été construit sous Talon. Aussi, la voie Kota-Kwande qui est en train d'être réalisée est un grand projet vraiment qui va impacter, les populations de tout le tronçon et pourquoi pas aussi les gens de Naïtengo. Donc je me remercie beaucoup le chef de l'État et son gouvernement à travers cette tournée où on apprend des informations qui n'étaient pas à notre portée. C'était nécessaire qu'il y ait une tournée de reddition de comptes pour éclairer toute la population. Et il y a eu beaucoup de réalisations que fait le gouvernement à travers son président Patrice Talon et que les gens cherchent à peindre en noir. Mais avec cette descente, nous avons eu plus d'éclaircissements. Nous avons été éclairés par les membres de la délégation sur les acquis que nous avons eus dans notre commune à Nati Tengu, au-delà de l'asphaltage qui est visible, le marché que nous avons. Et il y a par exemple l'eau. Vous savez qu'à Nati Tengu, il y a problème d'eau. Mais Nati Tengu va bénéficier d'un gros programme d'eau. N'eût été cette tournée de reddition de comptes, on ne pouvait pas savoir. On allait continuer par se plaindre. Alors, avec cette tournée, nous avons été éclairés, nous sommes sûrs et nous attendons ce gros projet d'eau qui va mettre fin à la souffrance des femmes. Moi, je vais d'abord féliciter le gouvernement pour la tournée qu'il est en train d'effectuer. Puisque, entre-temps, vraiment, on n'entendait pas sa voix. Et les gens disaient qu'il ne tourne pas, il ne parle pas, il fait des choses ailleurs. Bon, nous, on était bleus. Présentement, à base de sa tournée-là, vraiment, on est content. Puisque, à part le marché qui est fait ici, avec un peu de voix qui est fait ici, à part ça, on n'a rien ici à Nati Tengu. Mais à base de sa tournée, on a su qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir à Nati Tengu. Moi, je pense que cette tournée est salutaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, nous n'avons pas la bonne information. Pour nous, habitants de Nati Tengu, c'était comme si nous étions écartés du Bénin. Parce qu'après la première phase d'asphaltage, nous avons appris que la deuxième phase a été retournée au sud. Donc, il y a tellement d'intoxication que nous n'arrivons pas vraiment à cerner le vrai du faux. Mais aujourd'hui, avec cette tournée, nous avons appris beaucoup de choses. Tout ce que le gouvernement a fait pour le développement de Nati Tengu, nous avons pu avoir tout ça de façon officielle, ceux qui ont vraiment l'information. Par exemple, nous avons... les gens, par le passé, ont dit que la route de Kwande était déjà faite par le gouvernement passé et que c'est le budget du temps de Yahi qui avait déjà financé ce projet. Mais aujourd'hui,
avec tout ce que les gens ont dit au cours de cette tournée gouvernementale, nous avons compris que c'est le président Talon qui est en train de vraiment œuvrer pour cette voie-là. Et vraiment, nous le remercions beaucoup pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est vrai qu'autour de ces projets, il n'y a pas assez de communication. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à savoir qu'est-ce qui est fait pour Nati Tengou, qu'est-ce qui n'est pas fait. Mais aujourd'hui, avec toutes les explications, tous les détails qui ont été donnés au cours de cette sensibilisation gouvernementale, moi je pense que c'était vraiment important que cette tournée-là ait lieu pour vraiment permettre aux gens, pour éclairer la population de tout ce qui est fait dans le PAG. Et par rapport à Nati Tengou, on nous avait promis une deuxième phase de asphaltage après la fin donc, de la première phase. Effectivement, les ouvrages ont été réceptionnés pour la première phase et nous avons eu de belles rues asphaltées, éclairées dans la nuit. Ce qu'on ne comprenait pas, on s'attendait à être dans la seconde phase, mais on apprend que c'est arrêté. Mais ça, on ne le savait pas. Pourquoi est-ce que c'est arrêté? C'est toujours dans l'intérêt donc, de nos populations à Nati Tengou. En fait, on nous a expliqué que la première phase qui a fait naître des voies asphaltées a été dérangée par donc, ces eaux fluviales. Et par endroits, ces rues asphaltées ont deux problèmes liés donc, aux eaux fluviales mal canalisées. Et donc, Nati Tengou a été prise en compte dans un autre projet pour corriger les erreurs de la première phase où les eaux n'avaient pas été bien canalisées. Et ce projet, qui coûte des milliards, viendra donc construire d'autres ouvrages pour bien canaliser les eaux afin qu'on puisse procéder à la phase 2 de l'asphaltage. Cette explication, nous on ne l'avait pas. Mais la tournée gouvernementale a permis que nous puissions comprendre et nous félicitons le gouvernement de la rupture, le président Talon, pour donc tout ce qu'il fait pour Nati Tengou. Toujours dans le cadre de cette tournée d'explication et de reddition de comptes entamée par le gouvernement depuis quelques jours sur le terrain mercredi, jeudi, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, qui conduit la délégation gouvernementale dans le département du Plateau, était dans les communes d'Ifani et de Kétou. Pendant plusieurs heures, les populations ont eu droit à des explications sur les différentes réalisations du régime de la rupture. L'initiative est saluée par les personnes venues écouter le gouvernement. Suivez ici les réactions de quelques-unes. On ne peut pas gouverner sans redevabilité. On ne peut pas gouverner sans rendre compte à nos concitoyens. Donc c'est un acte que nous avons apprécié à sa juste valeur. Et après le point, nous sommes satisfaits. Nous avons des raisons pour remercier le chef de l'État pour ce qu'il a fait au moins pour la commune d'Ifani. Parce que quand vous prenez aujourd'hui la commune d'Ifani est ouverte sur l'extérieur. Et à travers la réalisation de la route nationale inter-État numéro 1, c'est-à-dire la voie que nous appelons communément la route Aïta-Igolo. Et aujourd'hui, la réhabilitation de la route Igolo-Port-Nouveau. Et la commune est désormais ouverte sur l'extérieur. Et concernant l'accès à l'eau, des efforts sont faits. Aujourd'hui, il y a près de 3 arrondissements qui sont impactés par rapport à ça. L'électrification, des efforts ont été faits. Quand nous prenons par exemple dans la commune d'Ifani, précisément dans l'arrondissement d'Ifani, la voie inter-État Aïta-Igolo, c'est une voie de quelques kilomètres qui, depuis des décennies, nos populations pleurent pour la réalisation de cette voie. On en a fait avec des gouvernements qui sont venus nous démontrer par A plus B que d'ici à là, cette voie allait être réalisée. Mais laissez-moi vous dire du moins, c'est grâce au régime, au président Patrice Talon, que cette voie est réalisée. Cela est devenu une réalité. Si nous rentrons dans le domaine de l'électrification, depuis la nuit des temps, Ifani n'a jamais eu l'occasion de bénéficier d'un projet d'éducation. Je parle de lancement d'Ifani. Donc c'est pour la première fois avec le président Talon dans le village de Gamine, nous avions bénéficié d'un projet d'électrification. Les écoles de la commune d'Ifani font partie des écoles qui ont bénéficié des cantines scolaires. Et donc les enfants de notre commune profitent bien sûr de ces cantines-là et sont en mesure de manger à leur faim. Et nous avons aussi bénéficié pas mal d'actions sociales, les microcrédits, Il y a beaucoup de femmes
qui sont dans les commerces et qui ont bénéficié de cet appui pour leurs activités génératrices de revenus. La population est satisfaite. C'est vrai que tout n'est pas encore parfait par rapport aux infrastructures routières. Il y en a qui restent. Si nous prenons par exemple l'as Ketoupe, Bloblo, Baningbe, Lagbe, c'est une voie qui est complètement dégradée. Et dans l'arrondissement de Dagbe, où passe cette voie, nous avons 2 postes de douane. Et cet arrondissement n'a pas de poste de police, de commissariat. Donc il y a ces petits trucs qui restent encore à faire. Et là, on pourra tirer un coup de chapeau au gouvernement, qui a déjà beaucoup fait. Les jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique et de l'Europe échangent sur le devenir de la langue française à Cotonou. C'est à l'occasion du 6e cycle de forums régionaux initiés par l'Institut français qu'ils se questionnent sur le futur de cette langue utilisée par plusieurs pays africains. À l'issue des 3 jours de dialogue, ils entendent proposer des solutions pouvant faire valoriser davantage la langue française comme langue de paix et de la coopération. Le lancement des activités du forum a eu lieu jeudi dernier au Palais du Congrès des Cotonou. Clément Achadé, Rachidi Soubero. 3 jours d'échanges et de débats pour questionner la place de la langue française. Cotonou, capitale de la langue de Molière, l'instant de cette rencontre internationale. C'est la 6e édition du cycle des forums régionaux dénommé « Notre futur, dialogue Afrique-Europe », une initiative de l'Institut français qui existe depuis 2022. À cette édition de 2024, le forum réunit des experts, chercheurs, activistes, entrepreneurs et jeunes engagés issus de plusieurs pays d'Afrique et du vieux continent. Et pendant 3 jours, les échanges des acteurs conviés vont porter sur 4 enjeux structurants pour l'avenir de la langue française en Afrique. À cette première journée, les temps forts sont ponctués d'animations artistiques et culturelles, mais aussi des parades de jeunes leaders qui tentent chacun de répondre à la question principale, le français pourquoi faire ? Sur la scène, les différentes voix essayent de démontrer l'utilité de la langue française. Si pour certains le français favorise l'interconnexion des peuples, pour d'autres il favorise et participe à l'émergence du marché international par le commerce, mais aussi les affaires. Au-delà de ces animations et performances artistiques, ce forum a été également l'occasion de nombreux débats et ateliers sur des thématiques aussi diverses. Les premières discussions portent sur comment relier la relation à la langue française de la relation à la France. Le deuxième volet interroge la possibilité de décoloniser l'espace francophone. Après ces ateliers débats simultanés, l'agenda de ce forum de Cotonou prévoit aussi une soirée culturelle à l'Institut français du Bénin. Pendant ce temps, le sommet 2024, la voix des jeunes pour le changement a pris fin jeudi 6 juin à Accra, au Ghana. C'est une initiative de la direction des affaires politiques de la commission de la CEDEAO. Pendant 2 jours, les jeunes de tous les États ouest-africains se sont retrouvés pour échanger sur les innovations technologiques, la paix et la croissance économique dans la région. Une occasion d'enseignement et de renforcement des capacités. Je vous invite à suivre au micro de Idrissou Boukari et Elvis Tonocoin le point du déroulement des travaux avec Constant Yankadja. Il est le chef de la division de la médiation et de la coordination des affaires politiques de la CEDEAO. Ce sommet, c'était de redonner la parole aux jeunes dans un domaine qui est d'un grand intérêt pour les jeunes. C'est la technologie, les numériques. On ne peut pas parler avec les jeunes sans les rencontrer sur ce terrain de technologie et de numérique. C'est pour cela que nous avons dit, pour parler de paix, de sécurité, de stabilité, de croissance économique, il fallait voir avec les jeunes ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'on peut continuer à faire avec eux, ou bien comment les conseiller, les enseigner, les éduquer et renforcer leurs capacités pour qu'ils fassent bien ce qu'ils sont en train de faire en matière d'innovation numérique. C'est pour cela que nous les avons rencontrés. Il faudrait que la forte population de la région aujourd'hui, qu'on puisse les engager, qu'on puisse engager les responsables des jeunes pour qu'ils soient les ambassadeurs de la CEDEAO dans les États membres
en ce qui concerne tout ce qu'ils font en matière de croissance économique, en matière d'intégration et spécialement sur les innovations numériques. Nous avions eu droit à plusieurs panels de discussion pour d'abord planter le décor sur la situation socio-politique et sécuritaire de la région pour leur permettre de comprendre ce qui se passe en matière de la politique et de la sociologie de la région actuellement. Et nous avons animé des panels sur tout ce qui est lié au numérique. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que les jeunes que nous avons invités sont à différents niveaux d'évolution, de connaissances en matière de numérique. Et ça a été une occasion pour les uns et les autres d'apprendre. Ils sont renforcés du point de vue de la technologie numérique, mais aussi par rapport au cadre normatif des institutions comme la CEDEAO, comme l'Union africaine, comme aussi les Nations unies. Tout ce que ces institutions préparent en matière de cadre normatif pour soutenir, accompagner les jeunes, ils ont été équipés et ils sont mieux aguerris désormais pour parler à leurs pairs par rapport au cadre qui existe pour accompagner, soutenir les jeunes dans ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont eu des engagements eux-mêmes, ils ont des attentes par rapport au gouvernement, différents gouvernements, ils ont des attentes par rapport à la CEDEAO, mais eux-mêmes, en tant que jeunes, ils ont défini des axes sur lesquels ils doivent travailler. Et chaque pays représenté a présenté ce qu'il peut faire à court terme, à moyen terme et à long terme. Et nous allons continuer à travailler avec eux. Ce n'est pas un événement, c'est un processus qu'on continue. On va faire le suivi avec eux pour voir jusqu'à quel point ils vont honorer leur engagement pris ici. Dans le but d'utiliser une approche innovante pour augmenter la production du riz au Bénin, le projet RICOAS a vu le jour. Une initiative sous-régionale qui prend en compte 13 pays. À l'Institut national de recherche agricole du Bénin, les acteurs du monde agricole ont été bien informés sur les différentes techniques de l'exécution de ce projet dont le lancement a été fait par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Compte rendu, Jules Etio, Marlène Azinongbe. Porter la production annuelle du riz à au moins 1 million de tonnes de paddy d'ici 2026. C'est l'objectif autour duquel ces acteurs du monde agricole mènent des réflexions à travers le projet RICOAS. Une initiative régionale qui permet de mettre à l'échelle une riziculture résiliente au climat en Afrique de l'Ouest. Pour le directeur général de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, ce projet vient améliorer la production du riz malgré les aléas climatiques. Je suis particulièrement honoré de la présence du secrétaire général adjoint malgré l'agenda. Vous savez que le moment que nous traversons, il y a la reddition du compte gouvernemental et il devrait être quelque part en train de rendre compte. Il a pris de son temps pour être parmi nous et pour lancer officiellement ce projet. Cela témoigne de l'intérêt que le ministère accorde au projet. Le riz, constituant la deuxième céréale derrière le maïs, est l'un des aliments de base pour les populations de nos jours. Il est important d'accorder une attention particulière à accroître sa production. Le système de riziculture intense est un système qui permet de gagner en quantité en matière de semences, selon le secrétaire général du MAEP qui a lancé le projet. Compte tenu de son importance socio-économique, le gouvernement du Bénin, dans son programme d'action, a retenu de faire de la filière riz une filière attractive et a pris l'option d'un investissement à grande envergure pour assurer son développement. Une communication de la coordinatrice du projet a permis aux participants d'être mieux informés. Celle-ci renseigne sur l'utilisation du SRI et les pratiques agroécologiques des résiliences au climat. Ce projet vient en appui à l'atteinte de cet objectif parce qu'elle permettra à la fin d'avoir une augmentation de 25% de rendement. Comme vous le savez déjà,
Le système de riziculture intensive, c'est une pratique agricole qui permet l'atteinte d'un rendement supérieur pour ce qui est de la production du riz. Nous devons accompagner les producteurs à l'utilisation des paquets technologiques leur permettant de faire face aux problèmes du changement climatique, tels que l'utilisation des variétés résilientes au climat, les pratiques de gestion durable des terres et de la conservation des eaux. Diverses préoccupations ont été soulevées par les participants. En réponse, la coordinatrice et le directeur de l'INRAB ont apporté des éléments de clarification. Les intervenants à l'unanimité ont pris l'engagement de booster la production rizicole au Bénin par l'entremise de ce projet. Séance de sensibilisation des apprenantes des collèges du département des Collines sur l'hygiène menstruelle, surtout en période d'examen. C'est une initiative d'un groupe de femmes conduite par Christelle Rondonoubo Aliosa. Démarré il y a quelques semaines par d'autres régions, le périple a conduit les organisatrices dans 3 collèges des Collines. Les échanges ont été l'occasion d'attirer l'attention des jeunes filles sur les bons comportements et attitudes à avoir pendant cette période spéciale pour la femme. Plus de précisions avec Imet Hélène Amoussou. L'activité est partie pour être menée dans une dizaine de collèges dans le pays. Elle est conduite par un groupe de femmes engagées qui s'est fixé pour objectif de sensibiliser, former et accompagner les jeunes filles sur l'hygiène menstruelle, surtout en période d'examen. Ces jeunes filles aujourd'hui, elles savent déjà mettre les couches, c'est vrai, mais elles les mettent mal. Et puis quand elles sentent qu'elles ont un débordement d'écoulement, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Comment faire pour rester sereines, pour rester concentrées sur les épaules? La deuxième chose, c'est qu'il y en a parmi elles qui ont des problèmes de douleur au bas-ventre. Et donc l'impact que ces désagréments ont sur les résultats, c'est cela que nous voulons éviter. Pour l'étape des Collines, plusieurs établissements ont été sillonnés par la délégation conduite par Christelle Rondonoubo Aliosa. Au collège d'enseignement général de Panouian, de Soklo, Bopu, de Dassa 2, les échanges ont été animés par la présidente de l'ONG Femmes, entendez, Femmes autonomes mais épanouies. Dans son adresse, la communicatrice a mis l'accent sur bien d'aspects de la thématique. Nous savons que nous comptons le jour, ça doit venir, mais parfois, ce n'est pas toujours précis. Donc pour celles qui savent que dans cette période-là, elles pourraient avoir les menstrues, qu'elles puissent avoir quand même les couches de rechange à côté, sur elles, de se retirer pour aller se changer. Et pour les autres, c'est quand même de pouvoir bien gérer cette période-là pour qu'il n'y ait pas de débordement de couches. Mais après aussi, c'est que ces conseils-là puissent rester dans leur tête afin qu'elles gèrent leur vie de femme. Moi, j'ai retenu qu'en période de menstrues, il faut que les filles se lavent au moins 3 fois par jour. Et si elles utilisent des couches traditionnelles, bien nettoyées, et à la fin de leur cycle, elles vont rassembler toutes les couches qu'elles ont utilisées, laver encore avec du savon et sécher et emballé pour un prochain cycle. Une première étant attendue par les apprenantes, l'initiative est également appréciée par les enseignants, parents d'élèves et autres. Leur souhait est que les mesures soient prises afin d'élargir les prochains rendez-vous à un plus grand nombre de collèges et lycées. C'est une bonne idée parce que ça permettra aux filles de mieux faire face à la survenue des menstrues, de se préparer avant de se rendre au centre et de savoir comment gérer ces menstrues pour ne pas être empêché ou pour ne pas finir sa composition. La thématique qui est choisie est la bienvenue parce que lorsque les menstrues apparaissent subitement comme ça et que l'enfant ne s'est pas préparé, elle a du mal à se lever au milieu de ses camarades. Du coup, sa réflexion aussi prend un coup, ce qui va faire que son rendement va recevoir également un coup. De Dassa, la délégation a mis le cap sur la région septentrionale pour le même exercice à la fin de chaque séance. Avant de prendre congé de leurs invités, les organisatrices ont appelé toutes celles présentes à partager les notions acquises avec leurs pairs qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Renforcement de capacité des associations de jeunes pour l'identification, la détection et la prévention des comportements déviants chez les jeunes et adolescents. Je l'annonçais en titre. L'activité s'est déroulée à la Maison des Jeunes d'Abomey et a réuni les représentants d'associations de jeunes venus de toutes les communes du département du Zou. L'initiative de cette formation est portée par la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative du ministère des Sports. On retrouve Imet Hélène Amoussou.
Responsables d'associations de jeunes, ils proviennent de toutes les communes du département du Zou. Rassemblés ici à la Maison des Jeunes d'Abomey, ces hommes et femmes sont les invités de la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative du ministère des Sports. La grande mobilisation des jeunes pour cette activité témoigne de l'importance et de l'opportunité. Et je crois qu'au thème de ces travaux, la jeunesse du Zou, les responsables des associations de jeunesse du Zou repartiront suffisamment aguerris pour faire face aux challenges qui sont ceux de la jeunesse. Le rendez-vous s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de capacité de ces acteurs afin qu'ils soient capables d'identifier, détecter et prévenir les comportements déviants chez les jeunes et adolescents. Les jeunes, déjà à l'âge pubère, sont en proie à un certain nombre d'attitudes. Le refus de s'aligner, la contestation, la copie des comportements de leur père à l'école, la copie de ce qu'ils voient à la télé, sur les réseaux sociaux, les amène à s'identifier à ces exemples-là, à ces modèles, ou alors veulent tracer eux-mêmes leur voie, se donner une autre personnalité, autre que ce que les parents ont envisagé pour eux. Donc il faut vite anticiper et les conscientiser. Et c'est pourquoi nous avons choisi de réunir les responsables d'associations de jeunes qui, eux, à leur tour, vont parler à leurs pères éducateurs à l'intérieur de leurs associations et en vue qu'à la rentrée prochaine, ils prennent d'assaut nos établissements scolaires avec un plan d'action bien défini et détaillé. Nous allons suivre avec eux. Pendant les 2 jours de formation, plusieurs communications ont été développées. Certaines ont été axées sur les stratégies, moyens et dispositions à prendre afin de contrer les nombreux maux qui entravent l'évolution, de même que l'épanouissement normal des jeunes et adolescents dans le contexte actuel de modernité. L'adolescence est une période extrêmement critique qu'il faut savoir gérer. Et donc, ces 2 jours d'échange nous ont permis d'être plus aguerris par rapport à l'identification de la crise pubertaire. Comment la gérer? Le rôle des parents, le rôle des éducateurs et aussi le rôle de ces enfants-là. Il faut comprendre que le sujet est pertinent. Après cette formation, maintenant, nous irons sur le terrain et continuer ces formations-là pour pouvoir sauver l'avenir des jeunes. Au terme de la rencontre, non seulement les participants sont appelés à porter à la connaissance de leurs autres pairs les notions acquises, mais aussi faire des propositions en vue de renforcer les actions déjà menées par plusieurs organisations. Pour l'atteinte des objectifs, ils bénéficieront de l'accompagnement de la direction initiatrice des assises. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon week-end à tous.